Dans un monde où les nations en développement sont souvent censées attendre l'aide étrangère ou l'expertise extérieure avant de relever les grands défis, quelque chose de remarquable s'est produit au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Sans que le monde ne regarde et sans grand bruit ni gros titres, le Burkina Faso a accompli un exploit que peu penser possible. Le pays a construit et déployé 500 bus électriques, non pas achetés, mais construits, sans ingénieurs étrangers, sans pièces importées, sans logo chinois collé sur le côté. Chaque bus a été conçu, dessiné et assemblé sur le sol burkinabé. Pour beaucoup, surtout dans les villes africaines où les transports en commun signifient souvent des fourgonnettes rénovées ou des monstres diesel bruyants, ce développement peut sembler de la science-fiction, mais c'est réel, et cela s'est produit sans le FMI, sans les conseillers de la Banque mondiale et sans condition des donateurs. Alors, comment l'un des pays les plus pauvres d'Afrique a-t-il battu les pronostics et fait ce que de nombreux pays plus riches n'ont réussi qu'en programme pilote? La réponse commence dans un endroit autrefois considéré comme un rêve industriel inachevé, le corridor EA200. Il est maintenant le centre névralgique de quelque chose de bien plus grand que l'industrie. Il est devenu l'âme d'un réveil national. Des années avant qu'un seul boulon ne soit serré ou qu'un circuit ne soit connecté, le Burkina Faso a commencé à poser les bases dans un domaine où la plupart des pays investissent rarement, son peuple. Des centres de formation professionnelle ont commencé à former discrètement les jeunes locaux. Artisans, soudeurs et aspirants ingénieurs ont commencé à apprendre non pas à copier, mais à construire. Il ne s'agissait pas d'amener des experts pour former les locaux à assembler des pièces étrangères. Il s'agissait de concevoir à partir de zéro, par des personnes qui comprennent le pays dans lequel elles vivent, sa poussière, sa chaleur, son réseau électrique peu fiable et ses contraintes budgétaires. Les bus n'ont pas été conçus dans des laboratoires climatisés en Europe. Ils ont été conçus par des personnes qui empruntent des routes en mauvais état et attendent à des carrefours chaotiques tous les jours. Cette expérience vécue s'est transformée en intelligence de conception. Au lieu d'essayer de copier un Mercedes ou un Tesla, les ingénieurs de Burkina Faso se sont demandé quel type de véhicule survivrait et prospérerait sur nos routes. Le résultat est un bus électrique robuste et durable qui glisse sur les nids de poules, roule silencieusement, n'a pas besoin de carburant et coûte beaucoup moins cher à entretenir que ses prédécesseurs diesel. Mais ce qui rend cette histoire vraiment spéciale, ce n'est pas seulement le véhicule. C'est ce dont le projet n'a pas eu besoin. Pas de conférences de donateurs Tapax en grave-l'œil, pas de livre blanc de groupe de réflexion, pas de transfert de technologie depuis le Nord global. L'administration du président Ibrahim Traoré a parié sur le talent burkinabé et a refusé de jouer selon les règles habituelles. Les conseillers l'ont averti que cela pourrait se retourner contre lui, que l'Occident n'aimerait pas cela, que le projet échouerait sans soutien international. Mais ils ont avancé quand même. Le gouvernement a financé l'ensemble du programme avec des revenus internes. Ils n'ont pas mendié de prêts ou de subventions. Ils ont construit des usines de production. Ils ont donné aux ingénieurs l'espace pour expérimenter. Pas de bureaucratie excessive, pas de microgestion descendante. Le projet a été autorisé à respirer. Et maintenant, ces bus roulent à travers Ouagadougou et au-delà, non seulement en tant que machine, mais en tant que symbole. Chacun est une déclaration mobile. Nous n'attendons pas le monde. Nous le construisons nous-mêmes. Bien sûr, construire un bus n'est que la moitié de l'histoire. Le prochain défi était de les maintenir en mouvement. Dans un pays où les prix du carburant sont imprévisibles et l'alimentation électrique instable, comment alimenter 500 bus électriques quotidiennement? Chaque bus de la flotte peut parcourir jusqu'à 330 km avec une seule charge. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent passer de 0 à une charge complète en seulement 30 minutes. Pas de longue file d'attente aux stations-service, pas de risque de panne du réseau national. C'est un système autonome, alimenté localement. Et cela ne s'est pas arrêté aux centres urbains. La même stratégie solaire indépendante que le gouvernement de Traoré avait commencé dans les zones rurales alimentait maintenant le système de transport public du pays. En termes simples, le Burkina Faso n'a pas seulement construit des bus électriques. Ils ont construit un tout nouvel écosystème énergétique pour les faire fonctionner. L'impact a été immédiat. Les opérateurs de transport, qui dépensaient autrefois une fortune en carburant, ont commencé à signaler des économies majeures. Cet argent va maintenant à leurs familles, leur communauté et leur futur. Et avec des moteurs électriques nécessitant beaucoup moins d'entretien, les coûts continuent de baisser. Les effets environnementaux sont impossibles à ignorer. Dans une ville autrefois étouffée par les fumées des moteurs diesel obsolètes, l'air est nettement plus propre. La pollution sonore a également diminué. Le grondement constant, les gémissements des vieux moteurs, les nuages noirs d'échappement ont disparu, remplacés par un mouvement presque silencieux et de l'air pur. Mais ce qui est encore plus profond est quelque chose de plus difficile à mesurer, un changement psychologique.
Pour la première fois, les gens voient leur propre pays fournir de vraies solutions sans aide extérieure. Les bus n'ont pas seulement apporté la mobilité, ils ont apporté la fierté. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que tandis que le monde organise d'innombrables sommets sur les énergies renouvelables et l'autosuffisance, le Burkina Faso a pris les devants et l'a fait. Aucune permission demandée. Aucune permission nécessaire. C'est ce qui inquiète ceux qui ont bénéficié pendant des décennies de la dépendance de l'Afrique. Lorsqu'une nation peut alimenter son économie sans les marchés énergétiques étrangers, elle devient moins gérable, moins prévisible, plus souveraine. Dans le langage de la politique mondiale, elle devient dangereuse. Non pas pour son peuple, mais pour ceux qui ont profité de sa faiblesse. Et pourtant, ce n'est pas une menace. C'est un modèle. À travers le continent, les dirigeants observent, les citoyens observent, les gens se demandent, si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas nous? Ce n'est plus seulement une question de transport. Il s'agit de réécrire ce qui est possible lorsqu'une nation fait confiance à son propre peuple, investit dans ses propres capacités et se libère du modèle éculé de la dépendance. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le Burkina Faso a construit et alimenté une flotte de 500 bus électriques sans aide étrangère ni dépendance aux importations. Mais l'histoire ne s'arrête pas là avec des moteurs propres et des rues silencieuses. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, déplacer les gens efficacement ne consiste pas seulement à avoir les bonnes roues. Il s'agit d'avoir les bonnes informations. Et c'est là que la révolution silencieuse du Burkina Faso devient encore plus intrigante. Chaque bus électrique n'est pas seulement un véhicule. C'est un hub de données mobiles. Ce ne sont pas vos bus standards avec un chauffeur, un klaxon et des housses de sièges fanés. Chacun est équipé d'un système d'exploitation intelligent conçu par des développeurs burkinabés. Beaucoup d'entre eux sont autodidactes ou formés dans de nouveaux camps de codage locaux qui ont vu le jour à Ouagadougou. Qu'est-ce que cela signifie sur le terrain? Cela signifie que chaque itinéraire, chaque arrêt, chaque minute d'inactivité est suivi en temps réel. Un réseau de capteurs et d'outils de communication renvoie des données à un centre de contrôle central. Le système enregistre les schémas de circulation, les congestions de pointe, et même les retours sur la qualité des routes basés sur les vibrations et la fréquence de freinage. Au lieu de deviner où sera le prochain embouteillage, le système l'apprend. Pour les usagers, le changement est immédiat. Fini les jours où l'on attendait sous un soleil de plomb en espérant qu'un bus apparaisse. Avec des applications mobiles codées là-bas au Burkina Faso, les passagers peuvent voir où se trouve le bus le plus proche, à quel point il est rempli et combien de temps il mettra pour arriver. Ce n'est plus une question de devinette. Ce sont des informations précises et en direct pour les conducteurs et les opérateurs. C'est encore plus puissant. Les itinéraires peuvent être ajustés dynamiquement. Si la congestion s'accumule sur une route principale, le système suggère des détours en temps réel. Si un bus est en retard, les feux de circulation peuvent même être légèrement ajustés pour faciliter le flux prioritaire. Et pour les urbanistes, le trésor est sans fin. Au lieu de passer des mois à effectuer des études de circulation manuelles, les données de centaines de bus cartographient maintenant où les routes doivent être élargies, où de nouveaux arrêts sont nécessaires, où des passages pour piétons pourraient réduire les accidents. Tout cela se fait avec des logiciels construits et maintenus par des équipes locales. Pas de consultants informatiques internationaux coûteux, pas de contrats à l'étranger drainant les budgets publics. Le Burkina Faso a choisi de faire confiance à son propre talent technologique et le pari porte ses fruits. Mais au-delà de l'efficacité, il y a un effet secondaire puissant, la transparence. Les transports publics à travers l'Afrique et franchement, dans le monde entier sont souvent entachés de petites corruptions persistantes. Le siphonnage de carburant. Des bus fantômes qui n'existent que sur le papier mais qui ne prennent jamais la route. Des factures de maintenance gonflées. Maintenant, avec un système de suivi et de comptabilité en direct, cela devient beaucoup plus difficile. Chaque trajet est enregistré, chaque charge est documentée, les données sont là pour les audits à tout moment. Cela a discrètement remodelé la façon dont les opérateurs de transport et même les petits gestionnaires se comportent. Lorsque les systèmes sont intelligents et transparents, les gens s'adaptent. Ils savent que quelqu'un les surveille, non pas avec une force policière lourde, mais avec des données impartiales. Cela élimine de nombreuses petites avenues de vol et de gaspillage. Cet argent reste dans le système, ce qui signifie que plus peut être réinvesti pour étendre les services ou garder les tarifs abordables. Et peut-être plus important encore, ce système intelligent n'est pas limité au bus seul. L'architecture est conçue pour évoluer. Déjà, il y a des discussions pour lier ce même réseau aux ambulances, aux machines agricoles, aux camions de livraison, et même aux bus scolaires.
Imaginez un agriculteur pouvant suivre quand un camion de livraison d'engrais arrivera ou des parents sachant exactement quand le bus scolaire de leurs enfants arrive. Tout cela en utilisant la même infrastructure construite à l'origine pour les bus publics. Pendant ce temps, d'autres nations africaines ont pris note. Ce qui a commencé comme un projet local attire maintenant des délégations de toute l'Afrique de l'Ouest. Des ingénieurs et des ministres des Transports du Ghana, du Niger, du Mali et du Togo ont parcouru les ateliers du corridor EA200, inspectant les bus, étudiant les tableaux de bord logiciels et repartant avec la même question. Comment ont-ils fait cela sans supervision étrangère? Et plus important encore, pouvons-nous l'obtenir aussi? C'est là que l'idée commence à passer de la fierté nationale à l'opportunité continentale. Pendant des décennies, l'Afrique a exporté des matières premières, du cacao, du coton, du pétrole brut, pour ensuite racheter des produits finis avec une majoration. Le Burkina Faso réécrit discrètement ce scénario. Ils n'exportent pas de minerais. Ils sont maintenant prêts à exporter des bus électriques entiers. Mais encore plus précieux que les bus, c'est l'écosystème, le logiciel, l'infrastructure solaire, les modèles de maintenance, les plans de formation professionnelle. C'est un cas rare où un pays africain ne se contente pas de fabriquer quelque chose à grande échelle, mais contrôle également la propriété intellectuelle qui le sous-tend. Cela signifie que les pays voisins ne sont pas obligés d'acheter des produits entièrement finis. Au lieu de cela, ils peuvent mettre en place des usines d'assemblage partiel, former des travailleurs locaux, adapter le logiciel à leur propre circulation et climat, et construire la propriété au fur et à mesure. Et le Burkina Faso a tout à gagner non pas en les enfermant dans la dépendance, mais en octroyant des licences pour les conceptions et les programmes de formation, devenant ainsi un centre régional pour la mobilité verte. Il est difficile de surestimer l'importance de cela. Un pays longtemps considéré comme économiquement fragile est maintenant celui qui rédige des contrats d'exportation non pas pour des fèves de café, mais pour des transports de masse intelligents et sans émissions. Bien sûr, rien de tout cela ne garantit un avenir parfait. Passer à l'échelle apportera ses propres maux de tête. Le Burkina Faso pourra-t-il se procurer suffisamment de matériaux pour les batteries à mesure que la demande augmente? Les changements politiques dans les futures administrations resteront-ils engagés en faveur de cette stratégie locale? Et que se passera-t-il lorsque les lobbies traditionnels du carburant ou les fournisseurs étrangers de bus réaliseront que leur part de marché est menacée? Mais même avec ces défis à l'horizon, le changement psychologique est irréversible. Les jeunes codeurs à Ouagadougou ne rêvent plus d'immigrer pour travailler dans une start-up européenne. Ils construisent des systèmes sur place que d'autres pays africains veulent acheter. Les apprentis soudeurs qui espéraient autrefois un emploi minier à l'étranger s'inscrivent en apprentissage pour travailler sur des châssis destinés à l'exportation régionale. En faisant confiance à son propre peuple, le Burkina Faso a déclenché un changement qui s'étend bien au-delà des transports. Il redéfinit ce que les jeunes Africains imaginent possible sur leur propre sol. À présent, il est clair que l'histoire des bus électriques du Burkina Faso ne concerne pas seulement les transports. Il s'agit de la manière dont un pays, longtemps peint comme fragile et dépendant, retourne ce récit et invite le reste de l'Afrique à repenser ce qui est possible. Parce que la vérité est que ces bus ne se contentent pas de rouler dans les rues de Ouagadougou. Ils roulent dans les salles de réunion, les sommets commerciaux et les discussions sur le climat à travers le continent. Ils forcent les anciens acteurs à prêter attention et à engager de nouvelles conversations. Commençons par le commerce. Pendant des décennies, la zone de libre-échange continentale africaine a promis un marché commun de 1,4 milliard de personnes. Mais les grandes idées se heurtent souvent à de petits obstacles tenaces. Les retards aux frontières, les routes inégales, les processus douaniers obsolètes et une dépendance chronique aux biens étrangers. Le modèle de transport du Burkina Faso offre quelque chose de différent. Une démonstration concrète de ce à quoi pourrait ressembler le commerce intra-africain. Imaginez ceci. Un bus entièrement électrique assemblé au Burkina Faso se rendant par voie terrestre au Ghana ou au Mali, entretenu par des mécaniciens formés dans les propres centres de formation professionnelle du Burkina, payé via des systèmes de paiement régionaux émergents qui évitent la volatilité des devises étrangères. À chaque étape, production, maintenance, exploitation, paiement, la valeur reste en Afrique. C'est le genre de chaîne d'approvisionnement régionale transparente dont les documents politiques ont fantasmé pendant des années, mais qu'ils n'ont jamais réussi à mettre en œuvre. Ensuite, il y a la diplomatie climatique. Depuis des années, les dirigeants africains sont réprimandés lors de conférences internationales pour qu'ils réduisent leurs émissions, tout en se voyant refuser la technologie et le financement pour le faire réellement. Les nations occidentales arrivent avec des présentations brillantes sur l'énergie verte, puis laissent les nations africaines avec plus de dettes que de solutions. Maintenant, un pays classé par l'ONU comme l'un des moins développés a construit une flotte de transport à zéro émission avec son propre argent, ses propres ingénieurs et son propre soleil. Lorsque le Burkina Faso,
ou tout autre pays africain suivant ce modèle, entre dans le prochain sommet mondial sur le climat, ce ne sera pas en tant que partenaire junior mendiant des fonds d'adaptation. Ce sera en tant que pair présentant un exemple fonctionnel et évolutif d'action climatique bien menée. Cela change radicalement le pouvoir de négociation. Soudain, l'Afrique a une vraie carte à jouer. Elle peut exiger un financement plus équitable pour les infrastructures renouvelables, pousser à des normes africaines en matière de recyclage des batteries, et construire des marchés carbone souverains qui ne sont pas définis par des cabinets de conseil étrangers. Et regardez encore plus près de chez nous. Dans la politique africaine elle-même, à travers le continent, le mot souveraineté a souvent été un simple slogan, crié lors de rassemblements, mais rarement soutenu par une puissance industrielle ou technologique. Les bus de Traoré, construits, alimentés et codés au Burkina Faso, sont la preuve physique que la souveraineté peut être plus que des slogans. Les politiciens réformistes de Dakar Adar et Salam prêtent attention. Tout comme les groupes de la société civile. Ils voient ces bus électriques silencieux non seulement comme des véhicules, mais comme la preuve que, avec la bonne volonté politique, il est possible de créer des emplois, de réduire la pollution et de se tenir plus droit sur la scène mondiale. Tout cela sans attendre le feu vert de Paris, Bruxelles ou Washington. Cela ébranle même le secteur financier. Les banques qui ont longtemps considéré les entreprises africaines de matériel comme trop risquées révisent leur modèle. Les fonds de pension, les réseaux de finances islamiques et les maisons d'investissement amis des BRICS tournent maintenant autour du Burkina Faso. Non pas pour distribuer de l'aide, mais pour discuter de participation, de coentreprise et de l'extension des réseaux solaires et des systèmes de mobilité intelligents. Pour une fois, la solvabilité de l'Afrique est mesurée en mégawatts générés et en kilomètres parcourus, et non en notations obsolètes concoctées par des agences à l'autre bout du monde. Et puis, peut-être plus profondément, il y a le changement psychologique. Parcourez les groupes WhatsApp dans les villes de Lagos à Lusaka, et vous verrez des vidéos de ces bus glissant dans la circulation de Ouagadougou. Sans cracher de fumée. Pas importés d'occasion d'Europe. Construits là-bas par des Africains pour des Africains. Les jeunes codeurs qui n'auraient autrefois rêvé de rien de plus qu'un visa pour le Canada proposent maintenant des algorithmes de mobilité pour la prochaine génération de bus. Les soudeurs qui espéraient autrefois un emploi minier à l'étranger s'inscrivent en apprentissage pour travailler sur des châssis destinés à l'exportation régionale. Cela réécrit discrètement l'idée même d'aspiration. Bien sûr, rien de tout cela n'est inévitable ou permanent. Les défis à venir sont énormes. Maintenir l'unité politique autour de cette vision ne sera pas facile. Se procurer suffisamment de minéraux pour les batteries sans tomber dans de nouveaux pièges d'exploitation est une réelle préoccupation. Et vous pouvez être sûr que les lobbies pétroliers traditionnels et les anciens fournisseurs de bus ne vont pas regarder leur marché s'évaporer sans se battre. Mais même si le modèle du Burkina Faso trébuche, l'idée qu'il a libérée ne peut pas être remise dans la boîte. À travers l'Afrique, les gens ont vu qu'il est possible de concevoir, construire et gérer des systèmes complexes sans céder le contrôle à quelqu'un d'autre. Ils ont entrevu un avenir où l'Afrique est le fabricant, le vendeur et le fixateur de normes. Alors peut-être que c'est pourquoi ces 500 bus murmurent quelque chose de plus grand que n'importe quel discours. Alors qu'ils roulent dans les rues poussiéreuses, silencieux et alimentés par l'énergie solaire, ils portent une question non dite. Si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas nous? Que pensez-vous? D'autres nations africaines pourraient-elles réussir cela? Devraient-elles? Prendriez-vous l'un de ces bus s'il arrivait dans votre ville? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire aussi révélatrice que nous, soutenez notre travail en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine plongée en profondeur. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.